Je m'appelle Claire Razloznik. Je suis une grande passionnée de montagne et de faune sauvage. J'arpente régulièrement les massifs français et européens à la découverte de chaque prairie verdoyante, chaque cours d'eau limpide, et de chaque habitant qui les peuple. Du haut des immenses falaises escarpées, aux minuscules points d'eau dissimulés. Cette année, je suis étudiante en licence professionnelle montagne et pastoralisme à l'université de Foix en Ariège. J'ai eu la chance de pouvoir profiter pleinement pendant 8 mois du massif pyrénéen et de l'enseignement agropastoral qui me manquait dans mon cursus essentiellement issu du domaine de l'écologie et du naturalisme. Le choix de ce parcours m'amène à réaliser un stage de 14 semaines dans le monde professionnel. Et cette année, mon choix s'est porté sur la recherche dans le domaine du pastoralisme en compagnie d'Anne-Lise Mureau, doctorante à INRAE-LSM, le laboratoire Écosystèmes et Société en montagne. Mon stage se déroule dans le massif alpin. Le siège du centre se situe à Saint-Martin-d'Air, en banlieue est de Grenoble. Mais ce n'est pas ici que je réaliserai tout mon stage. Une grande partie se passe sur le terrain. Un vaste territoire qui concerne 7 départements des Alpes. La richesse naturelle et patrimoniale de ces lieux en font des sujets d'études particulièrement intéressants pour la thèse d'Anne-Lise. Au fil des millénaires, une large variété de milieux ont été façonnés par la nature et par l'activité des hommes. Mais les pluies vont vite repousser, quoi. Devenant fragiles et instables dû au changement climatique, ces milieux ont vocation à évoluer. Afin de pallier à ces changements, une modification des pratiques et des comportements des êtres vivants qui en dépendent est inévitable. Et c'est là qu'Anne-Lise intervient. Elle dirige son projet sur l'étude de facteurs de résilience d'exploitation transhumante ovine face au changement climatique. Mais ça, c'est encore Anne-Lise qui en parle le mieux. Mon sujet de thèse, je travaille sur la résilience des exploitations transhumantes ovines face au changement climatique, avec une approche par les végétations et multi-échelle, depuis l'échelle de la parcelle jusqu'à l'échelle du socio-écosystème. Donc en fait, j'ai une approche hiérarchique systémique qui va s'intéresser à la végétation et aux ressources pour les troupeaux, pour l'alimentation des troupeaux. Et après, on va monter en échelle jusqu'à arriver à l'échelle de la résilience du socio-écosystème. Son but, analyser les contraintes et opportunités qui pourront faire ressortir des leviers intéressants. Par la suite, ces derniers seront potentiellement applicables à l'échelle des exploitations, afin de pallier à ces nouvelles problématiques qui bousculent de plus en plus les pratiques pastorales dans le massif. La thèse se décompose en 2 grandes étapes. La première phase concerne la caractérisation écologique et fonctionnelle de la végétation mobilisée par les troupeaux ovins transhumants. La deuxième phase, elle, est centrée sur la compréhension des pratiques, de l'organisation de l'exploitation et des adaptations déjà mises en place au travers d'entretiens avec les éleveurs. Anne-Lise prendra en compte les caractéristiques de chacune des exploitations. Autonomie fourragère, diversité des surfaces mobilisées, temporalité des déplacements des troupeaux et autres. Mon stage, lui, s'inscrit dans la première phase de sa thèse, la caractérisation de la végétation via l'élaboration d'une typologie à partir de typologies déjà existantes. Mais à quoi cela va-t-il bien pouvoir servir, me diriez-vous ? Je vais vous donner 2 réponses à ça. La première, évaluer la diversité des différents types de végétation présents sur les exploitations et les alpages, dans le but de nous renseigner sur la résilience des socio-écosystèmes face au changement climatique. La deuxième, faciliter l'évaluation du potentiel fourrager et la digestibilité de la végétation mobilisée par les troupeaux sur les parcelles étudiées via le prélèvement de fourrage. Pour réaliser cette première étape de caractérisation de la végétation à l'échelle parcellaire, une prospection conséquente sur le terrain est nécessaire. Nous avons 12 éleveurs et exploitations à visiter, ainsi que les alpages qu'ils fréquentent en période estivale.
C'est au bureau que tout commence. Il faut d'abord préparer le terrain, car il est impossible de partir à l'aveugle. Il faut en amont préparer des cartes, et parfois trier de nombreuses données. Nous avons en notre possession des données de relevé phytosociologiques du CBNA, des typologies des parcs nationaux, ainsi que des cartes des ENS ou sites Natura 2000 qu'il faut analyser et appliquer à nos territoires d'études. Ce sont des données qui nous sont bien souvent utiles car elles nous renseignent sur les habitats et les espèces floristiques présentes sur nos sites ou aux alentours. Dès que ce travail-là est fait, c'est le moment d'enfiler de bonnes chaussures. Les déplacements nous prennent souvent plusieurs heures de trajet, mais les paysages en valent la peine. Sur les parcelles des exploitations, nous procédons de la manière suivante. Tout d'abord, nous rencontrons les éleveurs qui nous fournissent les premières informations. Combien de types de végétation différents sont a priori présents et où serait-il intéressant d'aller faire des relevés pour chaque type. Ensuite, nous nous rendons sur les parcelles ciblées par les exploitants pour réaliser les premiers relevés floristiques et effectuer une première caractérisation via les typologies de la pastothèque et du guide des habitats naturels et semi-naturels des Alpes. Bien évidemment, nous rencontrons en chemin d'autres parcelles que nous caractérisons également, mais sans forcément faire de relevés ou de prélèvements. Étant donné que nous réalisons un inventaire des grands ensembles de végétation à l'échelle parcellaire, il n'est pas intéressant pour nous de faire un relevé sur chaque parcelle, car les grands types se ressemblent bien souvent sur un même territoire. Si nous cherchions à travailler à l'échelle de chaque habitat, nos prospections nécessiteraient bien plus de temps que nous n'avons malheureusement pas. Pour les alpages, nous possédons bien souvent des données de différents partenaires. C'est pour cela que pour ces milieux, il s'agit plus d'aller vérifier la conformité des données fournies directement sur place, plutôt que d'en créer de nouvelles, comme nous pouvons le faire pour les sièges des exploitations. La démarche reste la même, nous parcourons l'alpage en fonction des types que nous avons repérés au préalable, et allons effectuer des relevés floristiques sur ces milieux. Les prospections terrain, qu'elles soient pour une exploitation ou un alpage, nous prennent une journée entière chacune. Quand les terrains sont dans un périmètre proche, nous réalisons 2 ou 3 jours de terrain consécutifs avant de continuer nos travaux. De retour au centre, nous déposons les échantillons de fourrage dans les cuves et les ressortons 2 à 3 jours plus tard lorsqu'ils sont bien secs. Enfin, c'est le moment du traitement des données. Il faut reprendre chaque parcelle sur QGIS et y faire correspondre un type de chaque typologie dans la table d'attributs. L'attribution d'un type prend du temps, car il faut chercher la correspondance la plus adéquate possible, et parfois, il n'y en a pas qu'une. Une fois cette tâche terminée, il faut recommencer les recherches pour le terrain suivant. Après 14 semaines assez intenses oscillant entre terrain et bureau, j'ai pu obtenir une typologie assez fiable et complète qui pourra être exploitable par Annelise pour les prochaines étapes de sa thèse. La typologie élaborée se trouve être au final sous la forme d'une table attributaire sous QGIS et exportable en fichier Excel. Elle est composée d'un peu moins de 800 entités, toutes créées à la main à partir des grands ensembles de végétation que nous avons relevés sur place. Elle contient 3 colonnes, pour chacune des 5 typologies utilisées, à savoir la pastothèque, le guide du CBNA, les relevés phytosociologiques du CBNA, la typologie des prairies naturelles de Fauges des Écrins et la typologie GISP Alpes-Nord. Chaque entité possède, à minima, une correspondance avec au moins une de ces typologies. Lorsqu'un type est trouvé pour une parcelle ou un cortège floristique conséquent, on ajoute dans la table d'attributs le numéro du milieu dans la typologie concernée, son libellé et un pourcentage de correspondance. Nous avons décidé d'ajouter ce dernier paramètre car les milieux sont parfois complexes et peuvent être associés à plusieurs types d'une même typologie. De cette manière, il est possible d'ajouter 2 ou 3 types de plus pour la typologie de la pastothèque et du guide du CBNA, avec des pourcentages pour indiquer le degré de correspondance de chacun.
Le projet cartographique terminé, il a été transmis à Anis pour reprendre la suite dans les mois prochains. Nous avons fait un petit point à deux pour discuter de ma méthode de fonctionnement et de raisonnement sur le classement des informations, pour qu'elle puisse s'y retrouver facilement par la suite. Elle aura probablement l'occasion de modifier certaines informations dans les semaines et mois qui vont suivre, car elle ira effectuer des tournées de fin d'estive et ira réaliser les entretiens avec les éleveurs en automne-hiver pour la deuxième partie de sa thèse. En retournant sur le terrain, et en discutant avec les bergers et éleveurs, elle aura probablement l'opportunité de revoir et de modifier certains milieux dans les zones que nous n'avions pas pu aller prospecter. Le projet cartographique a encore de beaux jours devant lui, et servira à Anis pour tout le reste de sa thèse sur les 2 années à venir. Notre typologie servira notamment pour les évaluations statistiques qui viendront un peu plus tard dans l'année. C'est un objectif atteint, que ce soit pour moi qui voulais que mes travaux soient utiles et exploitables, comme pour Anis qui avait besoin d'un vrai projet cartographique complet et d'une typologie structurée. Le bilan est bon et surtout satisfaisant pour les deux côtés. J'ai appris bien des choses durant cette période sur les méthodes de fonctionnement des exploitations, les pratiques de conduite en alpage, la valorisation des ressources fourragères, les types d'habitats qui peuplent les Alpes, et encore bien trop de choses pour que je puisse toutes les dire ici. Le pastoralisme est un monde fascinant si tant est qu'on s'y intéresse. Je le connaissais peu, voire pas du tout avant de commencer cette licence, et aujourd'hui je me verrais difficilement le quitter. Actuellement, je considère à titre personnel que l'écologie et l'agriculture sont des milieux difficilement dissociables. Les deux jouent un rôle majeur dans la protection des milieux et des espèces qui les peuplent, et sont bien plus complémentaires qu'il n'y paraît, bien que certains les opposent. Je ne parlerai pas pour l'agriculture pure, mais des modes d'élevage raisonnés comme le pastoralisme, qui n'occupent que de petits territoires de montagne et qui maintiennent des prairies ouvertes, contribuent à la protection de nos espèces dites communes. Bon nombre de serpents, d'oiseaux ou encore d'insectes souterrains ou aériens viennent se reproduire dans ces milieux. Et bien que certains puissent penser qu'elles s'en sortiraient très bien ailleurs si ces milieux venaient à se fermer, c'est toujours une perte supplémentaire pour ces êtres qui survivent déjà difficilement dans notre monde intensif et effervescent actuel. En alpage, pas d'engrais chimiques, des sols riches et une flore diversifiée. Et pour peu que la gestion des troupeaux soit réfléchie et durable, pas de piétinement ni de sol nitrophile. Il est important pour moi de faire cette parenthèse sur ces deux mondes que beaucoup considèrent comme antagonistes. Je suis une naturaliste, j'aime la faune et je vis pour la découverte du sauvage qu'il reste. Et pourtant impossible pour moi de voir le pastoralisme comme un ennemi. L'agriculture intensive a certes détruit bien de notre patrimoine naturel, mais ce n'est pas le cas du pastoralisme. Des erreurs ont été faites par le passé, comme dans tout domaine. Mais aujourd'hui, bon nombre de jeunes de ce secteur professionnel veulent faire bien, et surtout veulent faire mieux. Pour tout vous dire, je suis venue dans les Pyrénées parce que je savais que l'ours y était. Celui-là même si supposément détesté de tous les éleveurs. Et j'avais peur en arrivant ici, de ne trouver que de la haine pour cet animal que je vénère autant. Tout comme le loup dans les Alpes ou le lynx dans le Jura, on entend à tout va que les exploitants aimeraient qu'ils disparaissent. Incontestable pour certains, très peu véridique pour d'autres. Les mentalités changent, et notamment grâce aux nouvelles générations qui acceptent un peu plus le fait que ces animaux soient autant chez eux que nous sommes chez nous. J'aspire à continuer dans cette voie avec l'espoir que les humains soient un peu plus humbles et plus enclins à faire des efforts pour une cohabitation avec le sauvage, qui contribue aussi au maintien d'un écosystème stable et viable. Après tout, peut-être que mon avenir continuera dans la voie de la proximité avec les grands prédateurs d'une manière différente de celle que je l'imaginais. Au milieu des troupeaux, au cœur des montagnes si apaisantes, en compagnie du son des cloches retentissant dans la vallée. Et alors, peut-être, enfin revoir ces prédateurs si féroces s'approcher, pour eux aussi tenter de vivre avec la même facilité d'accès aux ressources que nous, humains, avons trop aisément oublié comme étant un privilège qui ne peut malheureusement pas être à sens unique.